Bye bye Dakar, direction Sydney. Après 20 heures de vol et 3 heures d'escale à Dubaï, nous y voilà, l'Australie. Cette terre, à l'autre bout du monde, mal connue du fait de la distance qui la sépare des autres continents. Seule nation qui gouverne un continent entier avec ses 22 millions d'habitants, la terre australe des aborigènes est aujourd'hui la 14e puissance économique mondiale. La moitié orientale de l'île fut officiellement revendiquée par la Grande-Bretagne en 1770 et le 1er janvier 1901, 6 colonies se fédérèrent et formèrent le Commonwealth d'Australie. Depuis son indépendance, cette ancienne colonie pénitentiaire a conservé un système politique stable de type démocratie libérale et reste une monarchie membre du Commonwealth britannique dont la reine est Élisabeth II. Les principales villes du pays, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde, figurent toutes au classement des villes les plus agréables au monde. Avec un système éducatif très développé, chaque année, elle accueille un nombre croissant d'étudiants internationaux. En 2007, elle était la 3e destination préférée des étudiants anglophones. Avec 218 milliards de dollars d'exportation, le pays, premier producteur mondial de charbon, fait partie des leaders dans le domaine minier, de la production d'énergie, de produits manufacturés et agricoles. Sa monnaie unique, riche en couleurs, est l'une des plus sécurisées au monde. Aujourd'hui, le pays se définit par sa multiculturalité, malgré son passé trouble, jalonné de conflits entre les premiers colons et les aborigènes, dépossédés de leurs terres et qui sont aujourd'hui une minorité de la population. L'environnement naturel spectaculaire de l'Australie, la richesse de sa culture et la grande qualité de sa gastronomie, un melting pot sélectif de cuisine européenne et asiatique et sa faune unique en font une destination touristique de choix. En effet, l'attraction principale y sont les kangourous, ces animaux atypiques qu'on ne trouve qu'en Australie. Le kangourou est l'emblème national du pays. Somme toute, l'Australie, colonie de peuplement, terre d'immigration, est un continent qui a accueilli au cours du demi-siècle plus de 6 millions de personnes, dont quelques 660 000 réfugiés venus entre autres du Soudan, de la Sierra Leone ou du Libéria. La population australienne, riche de sa multiculturalité, a ainsi fortement œuvré pour son développement et en a fait une île où il fait bon vivre, le confirme la décontraction des Australiens qui affichent volontiers leur joie de vivre sous un soleil qui brille 9 mois sur 12. L'Afrique et l'Australie, deux continents que tout oppose, et pourtant. Depuis quelques années, l'Australie souhaite établir une coopération plus étroite avec l'Afrique. Et dans ce cadre, chaque année, le gouvernement australien invite des journalistes africains à faire le tour du pays pour mieux en véhiculer l'image. Au programme, visite des principaux médias du pays, interviews, découverte de la culture australienne et rencontres avec les différents acteurs locaux qui ont des intérêts en Afrique. À Canberra, la capitale du pays, siège administratif, hormis les kangourous sauvages qu'on y compte par milliers, nous avons rencontré l'actuel ministre des Affaires étrangères, précédemment Premier ministre d'Australie, un des pionniers de l'ouverture vers l'Afrique. Ceci nous a fait défaut dans le passé. Nous avons adhéré pour la première fois aux objectifs du millénaire pour le développement. Et si nous tenons à réduire la pauvreté, nous devons nous engager aux côtés de l'Afrique. Nos motivations sont les OMD, la réduction de la pauvreté et l'Afrique. La diplomatie australienne a ceci de particulier qu'elle est fortement influencée par son secteur privé. Nombre d'entreprises australiennes se sont installées en Afrique durant ces dernières années, notamment des sociétés minières, d'où cette volonté reconnue du gouvernement australien d'être plus présent sur le continent noir. Parmi les compagnies australiennes qui opèrent au Sénégal que nous avons visitées figure Mineral Deposits. L'entreprise exploite l'or de Sabadola et les minéraux sur la côte saint-louisienne. Des investissements clés qui illustrent bien la coopération entre nos deux pays. Nous pensons sérieusement à ouvrir une mission diplomatique au Sénégal. Nous connaissons très bien l'histoire de votre pays. J'ai eu à rencontrer le ministre des Affaires étrangères du Sénégal et nous avons hâte d'approfondir nos relations dans le futur. Les liens entre le Sénégal et l'Australie sont surtout commerciaux. C'est ce que nous confirme le consul honoraire du Sénégal à Melbourne. C'est plutôt pour promouvoir les intérêts commerciaux, pour la plus grande partie les sociétés minières. Donc je pense qu'il y a au Sénégal au moins 3 ou 4. Pour le Sénégal, je crois que l'Australie offre beaucoup. Nos deux pays partagent beaucoup d'intérêts en commun. Même des points de vue sur les questions internationales. Mais je crois que certainement, dans les domaines de l'éducation, l'agriculture, les mines et le commerce, ça devrait au moins, j'espère, augmenter dans les années à venir.
De son côté, l'Australie ne dispose que de quelques représentations diplomatiques en Afrique. Après l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana et plus récemment l'Éthiopie, siège de l'Union africaine, le pays souhaite ouvrir sa prochaine ambassade au Sénégal. Nous avons compris qu'il fallait commencer à faire quelque chose un peu plus large que notre région à nous, qui est l'Asie et le Pacifique, et que l'Afrique, évidemment, c'est une région du monde où il y a des besoins très importants et où il y a une population qui cherche à coopérer avec nous, à participer avec nous. En 2007, l'Australie était classée au 3e rang mondial pour son indice de développement humain. C'est dire que les Australiens jouissent d'un très bon niveau de vie, d'un système éducatif et de santé de très bonne qualité. À l'heure où ce pays continent souhaite résolument s'ouvrir à l'Afrique, nous pouvons dès lors espérer une future coopération qui sera très bénéfique au continent noir. C'était Hawa Seydou Diop à Sydney, en Australie, pour la RTS. Bruxelles, capitale de la Belgique. Cette ville-région, composée de 19 communes, se trouve à la croisée des chemins entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Bruxelles est une preuve vivante de la transition en cours de la vieille vers la nouvelle Europe. Les nombreuses multinationales qui y sont implantées ont beaucoup joué dans la transformation architecturale de la ville. Les façades anciennes du style gothique laissent désormais la place à des bâtiments ultramodernes. La ville est le siège de la communauté française de Belgique et celui du gouvernement flamand. D'ailleurs, la cohabitation entre les deux langues, qui ne se fait pas toujours sans heurts, est très visible dans toute la ville. Nous sommes au pays du chocolat et de la bonne frite. Oh non, est-ce qu'il faut une sauce frite ou pas ? Autre symbole de la ville, ce monument appelé l'atomium, en référence aux 9 atomes constitutifs du cristal de fer. Une preuve de l'aspiration belge à être à la pointe de la technologie. Autre lieu incontournable de la capitale, la Grand Place de Bruxelles. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est renommée pour sa richesse ornementale. Elle est bordée par l'hôtel de ville et la maison du roi. À 2 pas de la Grand Place se trouve la statue porte-bonheur des Bruxellois, le Manneken Pis. Comprenez par là le môme qui pisse. Et oui, les Belges sont très taquins et très libres d'esprit. Cette statuette fontaine en bronze est l'une des principales attractions touristiques. Nous y avons rencontré ces jeunes touristes italiens, étonnamment très empreints de la culture sénégalaise. Très heureux d'avoir pu s'exprimer, ils ont tenu à nous encourager. Somme toute, cette ville est un carrefour cosmopolite comme la plupart des capitales de l'Hexagone. Elle l'est d'autant plus par son statut de capitale européenne. En effet, c'est à Bruxelles que siègent la Commission et le Parlement européen. C'est également le siège de l'OTAN. C'était donc Hawa Seydou Diop et Seydina Omar Gueye à Bruxelles pour la RTS. Pas pu rencontrer Barack Obama, maître des lieux, malgré notre insistance. À la place, de curieux personnages perdus au milieu des touristes ont attiré notre attention. Cette institution est en effet un véritable mur des lamentations où chacun est libre de venir protester son ras-le-bol du système, son dégoût de la guerre, faire valoir sa liberté de culte ou dénoncer une injustice quelconque. C'est le cas de cette mère de famille qui exhibe les blessures atroces de son fils, ancien Marines, victime de négligence médicale. Elle vient soutenir la réforme de l'assurance maladie pour les plus démunis. Je veux que tout le monde ait connaissance de la situation de mon fils. Il avait une assurance santé et malgré cela, il fut victime de négligence médicale. Que Dieu vienne en aide à ceux qui n'ont pas cette assurance santé. Je ne comprends pas l'attitude de ceux qui sont contre cette réforme. Il faut que tous les Américains aient une assurance santé. Regardez mon fils, c'est triste. Je pense que c'est génial, c'est ce à quoi sert la Maison Blanche. Les gens doivent protester devant, c'est formidable. En plein climat d'islamophobie et au lendemain de la commémoration très mouvementée du 11 septembre, ce citoyen vient tous les jours prier en face de la Maison Blanche en signe de revendication pour l'érection d'une mosquée en plein cœur de Washington.
Pour nous expliquer son refus de répondre à nos questions en présence de caméras, il nous renvoie au texte coranique sur l'interdiction de reproduire l'image de l'homme. Une forme d'expression inimaginable dans de nombreux pays libres du monde et qui semble tout à fait naturelle et propice aux yeux de nombreux Américains. Il y a aux États-Unis la liberté de religion. On ne peut pas être contre une religion tout en pratiquant une autre. Les États-Unis ne sont pas uniquement un pays de chrétiens. Ici, c'est une terre de toutes les religions et le gouvernement est là pour garantir cette liberté. Washington, capitale fédérale, faudrait-il le rappeler, a toujours été le point de ralliement de contestataires. L'un des plus mémorables étant le mouvement des droits civiques dans les années 60, avec à sa tête Martin Luther King. Plus de 40 ans après son fameux rêve, c'est bien un homme de couleur qui est à la tête de la plus haute institution du pays. Mais si la discrimination raciale semble reléguée aujourd'hui au passé, les revendications en face du bureau ovale sont toujours d'une étonnante actualité. C'est vraiment la définition même des États-Unis que nous puissions protester devant la plus grande instance et c'est accepté. L'interdire sera inimaginable. Symbole de cet éminent symbole, Concepción Picciotto. Cette citoyenne américaine d'origine espagnole campe depuis près de 30 ans devant la Maison-Blanche pour dénoncer les conflits dans le monde, l'apartheid, le nucléaire, les nombreuses guerres et par-dessus tout, le conflit israélo-palestinien. Son credo à elle, soutenir les opprimés. Je suis devant la Maison-Blanche depuis 1981 pour protester contre le nucléaire. Et je demande aux touristes de dire à leur gouvernement de cesser les guerres, l'achat d'armes, d'arrêter le massacre dans le monde. Je suis contre la guerre en Irak, en Afghanistan et au Pakistan. Il faut arrêter le massacre des Palestiniens par Israël qui est soutenu par les États-Unis. Il faut privilégier la diplomatie, le dialogue et la démocratie. Et oui, nous sommes en Amérique, terre de liberté, un droit inaliénable garanti par la Constitution fédérale. Ah, que c'est beau, la liberté. Le 14 juillet 2010 sera à jamais gravé dans l'histoire des relations franco-africaines. Pour la toute première fois, 50 ans après les indépendances, les troupes africaines participent au défilé du 14 juillet. Un hommage de la France aux tirailleurs qui ont participé avec bravoure à sa libération. Une première qui suscite bien des polémiques. Occasion saisie par TV5 Monde à travers son magazine Afrique Presse pour inviter les intellectuels africains à débattre sur la question, pronostiquer sur l'avenir de la France-Afrique, mais aussi analyser le rôle des armées africaines dans les conflits antérieurs. Le temps est venu pour nous, Africains, de repenser nos propres problèmes, de nous donner les moyens de penser ces problèmes et de proposer de nouvelles voies. Le continent était dans un état de déliquescence réelle et les armées n'échappent pas à cette réalité. Les milliers de jeunes gens diplômés ou non diplômés qui viennent chaque année sur le marché de l'emploi ne savent plus que faire et souvent ce sont eux qui vont constituer les troupes de demain. Mascarade, faux semblant ou reconnaissance tardive du rôle des armées africaines, cette présence historique de l'Afrique à la commémoration de la prise de la Bastille est tout de même louée par certains. Comment admettez-vous qu'il y a plus de 6 millions d'Africains qui vivent en France et que la population française, globalement, ne sache pas ce que leurs ancêtres ou leurs aïeuls ont apporté à la France? Moi, je pense que c'est une présence positive sur le plan symbolique et historique. Un débat de haut niveau animé d'une main de maître par une spécialiste des questions africaines. C'était l'occasion de reparcourir un peu, de revisiter cette histoire entre la France et ses anciennes colonies, la participation des soldats noirs. Ce débat a donc permis de revisiter cette histoire, mais surtout de se poser la question de quelle Afrique voulons-nous pour demain ? Un débat qui s'est poursuivi en coulisses avec des journalistes africains invités à assister au tournage de l'émission. C'est un réel débat sur l'avenir de la France-Afrique qui était aujourd'hui amorcé par les intellectuels africains. C'était Hawa Seydou Diop dans les locaux de TV5 Monde pour la RTS.